J'avais 16 ans lorsque ma tante est décédée, et à cet âge-là, on ne mesure pas encore pleinement ce que signifie perdre quelqu'un qui comptait autant. Elle n'était pas simplement un membre de la famille que l'on voyait au fait tout aux anniversaires. Elle était mon refuge, mon point d'ancrage. Celle qui me donnait l'impression que l'avenir pouvait être différent, plus doux, plus stable. Elle représentait une promesse. Une échappatoire aussi. Depuis plusieurs mois, elle se battait contre un cancer. Un combat long, éprouvant, semé d'espoirs fragiles et de rechutes brutales. Pourtant, malgré la fatigue et la peur, j'étais convaincue qu'elle allait s'en sortir. Nous parlions souvent. Une fois la maladie vaincue, j'étais censée emménager chez elle. Nous avions fait des plans, imaginé la maison, les habitudes. Une nouvelle vie loin de ce qui me pesait alors. Ces projets étaient devenus ma bouée de sauvetage. Lorsqu'elle a été placée en hospice, j'ai commencé à passer le plus de temps possible à ses côtés. Dès que je le pouvais, je m'y rendais, parfois après l'école. Parfois pendant des journées entières. Je restais assise près d'elle, souvent en silence, à lui tenir la main. Il n'y avait pas toujours besoin de mots. La simple présence suffisait. Je priais intérieurement, sans vraiment savoir à qui je m'adressais, mais avec l'espoir obstiné que quelque chose, quelque part, m'entendrait. Le jour de la Saint-Valentin, j'ai passé toute la journée à l'hospice. C'était une journée étrange, presque irréelle. Tandis que le monde célébrait l'amour, j'étais là, dans une chambre blanche et silencieuse. À m'accrocher à chaque respiration, à chaque battement de cœur. Tout en moi refusait d'envisager la fin. Lorsque le moment est venu de partir, quelque chose s'est brisé à l'intérieur. Une angoisse lourde, profonde, s'est installée dans mon ventre, comme une certitude que je n'étais pas prête à affronter. J'avais le sentiment que quitter cet endroit était une erreur irréversible. Que si je partais, quelque chose de définitif se produirait. Malgré tout, je n'ai pas pu rester. Je suis sortie de ce bâtiment avec une peur sourde, une sensation de vide que je n'avais jamais connue auparavant. Le lendemain matin, la routine scolaire semblait absurde. Les couloirs, les voies, les cours. Tout me paraissait faux, déconnecté de la réalité. Vers le milieu de la matinée, j'ai appris la nouvelle. Elle était partie, le monde s'est arrêté net. Mon corps a réagi, avant même que mon esprit ne puisse comprendre. Les larmes sont arrivées d'un seul coup, incontrôlables, violentes. J'avais l'impression qu'une partie essentielle de moi venait d'être arrachée. Je suis rentrée chez moi sans réellement me souvenir du trajet. La maison me semblait vide, étrangère. Même l'air semblait différent, comme si quelque chose manquait. Les jours suivants ont été flous, étirés, lourds de silence et de chagrin. Je fonctionnais mécaniquement, sans vraiment vivre. Quelques jours plus tard ont eu lieu ces funérailles, ce moment que l'on redoute. Tout en sachant qu'il est inévitable, j'y suis allée avec un mélange de tristesse et d'engourdissement émotionnel. Comme si mon esprit s'était mis en veille pour me protéger, j'ai pris quelques photos, pas par curiosité malsaine, mais par peur d'oublier. Par besoin de figer ces derniers instants. De garder une trace du dernier moment où elle était encore d'une certaine manière, présente parmi nous. Après la cérémonie, sur le chemin du retour, j'ai commencé à faire défiler ces photos sur mon téléphone. Une image après l'autre, presque machinalement. Jusqu'à ce que l'une d'elles m'arrête net. Près de son cercueil, là où il n'aurait dû y avoir personne, se trouvait une silhouette. Une forme sombre, agenouillée, les mains jointes et la tête inclinée. Une posture qui évoquait la prière, le recueillement, le deuil. Ce n'était pas un jeu d'ombre ordinaire, pas un reflet, pas un défaut de l'objectif. La silhouette avait une présence, une posture cohérente, presque solennelle. Ce qui rendait la chose encore plus troublante, c'est que les photos suivantes, prises exactement sous le même angle, au même endroit, ne montraient rien. La silhouette avait disparu. Je savais ce que j'avais vu. Et cette certitude s'est installée en moi sans laisser de place au doute. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, ma mère et moi nous sommes assises dans le salon, épuisées, silencieuses. Le chagrin flottait encore dans l'air, et puis, sans prévenir, quelque chose a changé. L'atmosphère est devenue différente. Plus chaude,
plus douce, familière. C'était exactement la sensation que nous ressentions toujours lorsque ma tante était près de nous. Cette présence rassurante, enveloppante, presque tangible. Je ne la voyais pas, mais je savais qu'elle était là, à sa place habituelle, comme si elle n'était jamais vraiment partie. Nous sommes restés ainsi un long moment, sans bouger, comme figés dans cette parenthèse hors du temps. Puis ma mère s'est levée pour aller dans la cuisine. À peine avait-elle franchi le seuil que quelque chose l'a arrêtée net. Une odeur s'était répandue dans la pièce. Une odeur précise, reconnaissable entre mille. Une odeur qui n'avait aucune raison d'être là. Je l'ai rejointe. Dès que j'ai respiré cet air, une certitude étrange m'a traversée. Je savais exactement à qui appartenait cette odeur. Ce n'était pas une déduction. Ce n'était pas un souvenir conscient. C'était une connaissance brute, instinctive. Cette odeur appartenait à mon oncle. Un homme que je n'avais jamais connu, décédé 2 ans avant ma naissance. Un homme dont personne ne parlait vraiment, mais dont la présence semblait encore flotter dans les souvenirs familiaux. Ma mère a compris immédiatement que quelque chose dépassait toute logique. Son regard s'est rempli de larmes, mélange de peur, de surprise et de réconfort. Il n'y avait aucune explication rationnelle. Et pourtant, tout semblait parfaitement clair. À cet instant précis, dans cette cuisine imprégnée d'un mélange de chagrin et d'amour, j'ai compris. Ils n'étaient pas venus séparément, ils étaient revenus ensemble. Comme pour nous dire que la mort n'était pas une fin, mais un passage. Une autre forme de présence. Depuis ce jour, je n'ai jamais douté de ce que j'ai vécu. Certains événements ne cherchent pas à être expliqués. Ils demandent seulement à être ressentis. Si vous aimez les récits vrais, troublants et chargés de sens, pensez à vous abonner à la chaîne. De nouvelles histoires arrivent régulièrement, certaines laissent une empreinte bien après la fin de la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche, et prenez le temps d'écouter.